Bonsoir, après plusieurs mois d'absence, nous revenons chez vous avec un nouveau numéro et comme invité Alain Akwala Atipo, ex-ministre des zones économiques spéciales. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, cher ami, et merci de me recevoir. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Comment est votre vie maintenant? Vous n'êtes plus au gouvernement. Est-ce que vous vous sentez déchargé ou encore responsable de la vie, un peu, on pourrait dire, vis-à-vis de vos citoyens? Non, je suis toujours intéressé et impliqué dans la vie politique de mon pays, en tant que membre du comité central du parti congolais du travail. Mais c'est vrai que le téléphone sonne un peu moins, voire même pas du tout par rapport à une époque récente. Mais ça me donne le temps d'avoir un regard assez distant et puis de m'occuper de ma famille de manière encore beaucoup plus présente qu'auparavant. Mais à titre personnel, c'est une très très belle expérience que je suis en train de vivre. Vous avez passé 12 ans au gouvernement? 13 ans. 13 ans. Et qu'est-ce que ça vous fait après avoir passé 13 ans ministre d'un État, aux côtés du président Denis Sassou Nguesso? Oui. Écoutez, je dois dire que je remercie le président de m'avoir permis de vivre une expérience que je n'aurais jamais pu imaginer un seul instant vivre. Et il m'a permis de découvrir des horizons extraordinaires, de découvrir des pays, de découvrir des peuples, sans compter, bien entendu, le temps que j'ai passé à côté de lui. C'est plus que 20 années de sciences politiques, voir cet homme réfléchir, décider, agir, surtout face aux puissants de cette planète, voir Denis Sassou Nguesso face au président de la France, au président des États-Unis, au patron de l'Union européenne, de voir intervenir au Conseil de sécurité, en séance privée, en séance plénière, le voir face à Wolfowitz, qui a été quand même le patron du Pentagone, voilà, faire face à Dick Cheney, à toutes ces personnes-là. Franchement, je dois vous dire que c'est inouï ce que j'ai vécu. Monsieur le ministre, nous savons que lors du dernier remaniement ministériel, nous connaissons plus ou moins ou clairement les raisons et l'éviction du gouvernement des ministres Mounari et Kolela, mais vous, on ne connaît pas réellement les raisons. Est-ce que vous vous sentez trahi pas du tout. Par l'homme à qui vous avez fait confiance pendant tant d'années? Non. Vous savez, lorsque vous rentrez dans un gouvernement, il faut vous attendre à en sortir. C'est tout. Et donc, je n'en veux pas au président et je ne cherche même pas à savoir s'il y a des raisons particulières qui ont conduit le président à me faire partir du gouvernement. Contrairement aux anciens collègues que vous citez. Mais en ce qui me concerne, non. Au lendemain de votre départ du gouvernement, il y a eu une rumeur qui a envahi tout le pays, il faut le dire. Nous avons reçu des appels de partout, qu'Alain Akwala est nommé ambassadeur de Congo en France et après plus rien, silence radio. Est-ce que vous pouvez nous confirmer si c'était réellement ça? Vous dites bien que c'est une rumeur où effectivement... Ce n'était qu'une rumeur, vous le dites. Beaucoup de choses ont été dites et c'est une rumeur, mais moi je ne commande pas les rumeurs. Même si on dit que c'est le plus vieux média du monde, la rumeur est le plus vieux média du monde. Non, je ne commande pas cela, mais je suis un homme qui, de par ma formation, j'ai été formé à être chef d'entreprise. Donc j'ai un parcours, on peut considérer un peu atypique dans la vie politique nationale. Et je suis, comment dirais-je, maître de mon destin, le destin de ma vie depuis que j'ai l'âge de 19 ans, où j'ai mis les pieds tout seul à l'étranger, jusqu'à ce que, eh bien, en revenant en 92, j'ai créé ma société, jusqu'à avoir un contrat avec la Banque mondiale en 95, à travailler en Côte d'Ivoire également, au comité de privatisation avec un contrat Banque mondiale. Et puis je suis revenu, voilà, et le président m'a appelé pour faire partie de sa campagne en 2002. Ensuite, je suis rentré au gouvernement. Donc, voilà, je veux dire, ma vie, elle ne s'arrête pas, mais je reste un citoyen attentif, engagé, militant de mon parti. Et si on a besoin de moi, ben, citoyen attentif et aussi actif, parce que nous vous avons vu sur le front, surtout à la première ligne, défendre en ce moment-là, il y a quelques mois seulement, le changement de la Constitution, où vous êtes battu bec et ongle pour donner naissance à la Nouvelle République, chose faite. Est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfait ou vous êtes soulagé d'avoir dit « Ok, le combat, mission accomplie » Bon, vous savez, je ne suis pas là pour la gloriole. Vous savez, quand on a des convictions, on les exprime.
haut et fort. Donc à un moment donné, je fais partie peut-être des premiers à avoir officiellement, guillemets, fait une émission sur ce sujet. Eh bien, il se trouve que cette constitution a été adoptée. Ce n'est pas mission accomplie. Je suis, c'est vrai, satisfait parce que c'est une conviction personnelle que j'exprimais, mais fort, si vous voulez, de l'expérience que j'avais, moi, du gouvernement et en même temps de la manière dont, quand je me retrouvais à Singapour, en Chine, en Thaïlande, en Inde, en Malaisie, des pays qui ont changé la croissance économique mondiale, des pays qui ont changé la géographie, si vous voulez, de la création de la richesse mondiale, parlent de votre pays, parlent de l'élite politique de votre pays. Et fort de tout cela, il était de mon devoir, d'où j'étais, eh bien, d'exprimer cela. Je m'aurais senti coupable de cacher, de garder pour moi tout ce que j'ai entendu au plus haut niveau dans ces différents pays sur non seulement la richesse inouïe du peuple congolais en tant que nation, le potentiel économique de notre pays, le leadership dont notre pays avait besoin pour être en rapport, si vous voulez, avec le développement économique. Et puis, le défi que constitue également la démocratie, mais pas démocratie vue comme une espèce de théologie exprimée par certains acteurs du monde qui, je crois, vivent encore dans une espèce d'inconscient colonial, mais démocratie comme étant valeur, en guillemets, universelle, mais qui doit tenir compte quand même, si vous voulez, de notre histoire, de notre, comment dirais-je, ontologie, et en même temps, comment dirais-je, arrimer au développement économique et social. Parce que faire la démocratie, ce n'est pas une fin en soi. Alain Akola-Tipo, nous venons de dire tout à l'heure que vous étiez parmi, on peut dire, entre guillemets, les combattants pour pour la nouvelle naissance. C'est-à-dire que vous êtes battu, politiquement parlant, pour la naissance de cette nouvelle République, je le disais tout à l'heure. Oui. Alors, la nouvelle République arrive. Et aujourd'hui, on pourrait dire se construit sans vous. C'est-à-dire que vous n'êtes plus au gouvernement parce que quand vous menez ce combat, vous étiez ministre, maintenant vous n'êtes plus. Quel est votre avenir en ce moment? Une république sans vous pendant que c'est vous qui êtes battu bec et ongle pour donner naissance à cette république? D'abord, la conviction l'exprime en tant que citoyen. Ce n'est pas parce qu'on est ministre. Ministre, c'est une mission, ce n'est pas une profession, ce n'est pas un métier. Et ce sont des choses qu'il faut finalement changer dans le pays. Est-ce que la République se construit sans moi? Mais qui suis-je, moi? Je ne suis rien du tout, un grain de sable. Très actif, vous mettiez en œuvre la politique, la vision même du président Denis Sassou Nguesso. C'est différent quand même d'être un simple citoyen. Ils sont vraiment participés à la Mais là, ce soir, je suis en train de participer à ma manière. La chose la plus importante, lorsque nous voulons bâtir une nation démocratique, c'est l'expression personnelle, libre et démocratique. Elle ne doit pas être conditionnée par rapport à une fonction donnée. Voilà pourquoi pardonnez-moi de vous interrompre, voilà pourquoi les populations ont une espèce de discrédit vis-à-vis de la politique. Ils ont le sentiment que lorsque un homme est au gouvernement, il a une autre attitude, lorsqu'il quitte le gouvernement, il en a une autre. Et donc, on considère qu'on va au gouvernement pour des intérêts personnels. Et fort de cela, qu'est-ce qui se passe au niveau de la citoyenneté ou des citoyens lambda? Eh bien, les citoyens lambda considèrent que vous allez au gouvernement, vous êtes député parce que ça vous permet d'engranger de la monnaie sonnante et trébuchante, alors redistribuer. Et donc, on appauvrit, si vous voulez, la culture critique dans le pays. Donc, avant, comment dirais-je, de s'interroger sur ce qui m'a conduit à prendre cette position, est-ce que c'est parce que j'étais ministre? Non. Non seulement c'est une conviction personnelle, mais qui, c'est vrai, le fait d'être ministre m'a permis d'accéder à certaines plateformes pour pouvoir m'exprimer. Nous avons entendu un langage dans ce pays, oui. Nous nous sommes battus pour ce pouvoir et maintenant on nous éjecte, automatiquement je change de camp, je deviens opposant. Est-ce que ça ne vous arrive pas de penser comme ça que non, là ça veut dire... à un moment, les gens sont ingrats vis-à-vis de vous, que vous allez quitter votre camp, famille politique pour retrouver vos anciens collègues à l'opposition? Retrouver mes anciens collègues à l'opposition, je n'ai rien contre eux. Ce ne sont pas des ennemis, comprenez, mais je ne me reconnais pas, non seulement dans leur attitude humaine, dans leur attitude, comment dirais-je, comportementale, et surtout, je m'interroge, je cherche
quelle est véritablement leur vision. C'est ce qui me désarçonne, vous comprenez? Maintenant, il faut quand même se dire que c'est tout cela qui fait que la vie politique nationale aujourd'hui a perdu, entre guillemets, sa superbe par rapport à une certaine époque où on sentait, à l'époque des Grailles, des Noumazalaï, etc., des Nzé, ainsi de suite, ces personnes qui ont plus ou moins influencé, on sentait qu'ils avaient un idéal. Donc la politique se fait parce qu'on a un idéal, parce qu'on est une espèce, on est habité par une utopie positive. Même si c'est vrai, le rêve que vous caressez, vous ne le vivrez peut-être pas de votre vivant, mais c'est une continuité. Et je crois que c'est ce qui, quelque part, toute proportion gardée, a également habité Denis Sassou Nguesso, qui a vu Houphouët-Boigny, qui a côtoyé les Senghor, qui a côtoyé les Sékou Touré, qui a vu les Nkrumah. Donc, à un moment donné, il y a quand même cette espèce de filiation politique, filiation philosophique. Donc, on ne fait pas la politique en fonction de ses petits intérêts personnels. Et à ce moment-là, on se perd. Et beaucoup de personnes se sont perdues de cette manière-là. Monsieur le ministre, vous ne représentez pas le PCT. Il faut quand même le rappeler que vous êtes membre du comité central de ce parti. Mais si vous ne le représentez pas, j'ai une question en rapport avec le PCT, puisque nous constatons depuis quelques jours les PCT départementaux, c'est-à-dire les fédérations départementales de ce parti au pouvoir, réclamer, corps et à cri, la candidature du président Denis Sassou Nguesso. Hier, l'opposition dénonçait le fait que le changement tant réclamé par la majorité était justement un moyen de maintenir le président Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, face au peuple, vous ne donnez pas raison à cette opposition? Non, non, je pense que ce débat a été liquidé. Aujourd'hui, ce débat a été liquidé. Oui, mais l'opposition peut dire qu'elle a eu raison d'avoir dénoncé ça dans le passé. Non, parce que vous le réclamez déjà à la candidature du président. Est-ce que ce n'est pas le droit du Parti congolais du travail, ce n'est pas son droit démocratique, à commencer par les fédérations, les militants, de demander à Denis Sassou Nguesso d'être candidat? Est-ce que ce n'est pas un droit démocratique? Sur quelle base, puisque l'homme n'a pas encore présenté un projet de société, moins annoncé sa candidature? Je pense que le candidat, on le choisit ou encore on le réclame à partir de son projet de société. Est-ce que le PCT ne fait pas l'inverse? Qu'est-ce que vous attendez encore de plus de Denis Sassou Nguesso? Vous voyez bien aujourd'hui, dans un pays qui, entre guillemets, nous sert de modèle, une discussion autour des primaires au Parti socialiste, M. Juppé qui est en train de pondre des livres, il n'est pas encore arrivé à mettre en œuvre ou à mettre en place un projet de société. Donc il y a déjà des forces politiques en France, qu'elles soient au Parti socialiste, aux Républicains, qui se présentent, qui se positionnent, qui s'expriment déjà par rapport aux candidats. Donc nous, au niveau du Parti congolais du travail, y compris même au niveau de l'opposition, ils ont le droit de dire, voilà, nous voulons que telle ou telle personne défende nos couleurs aux élections présidentielles. Donc, Denis Sassou Nguesso, en tant que chef d'État, président de la République, eh bien, a convoqué un référendum, a décidé d'une élection présidentielle anticipée. Et aujourd'hui, c'est normal que les forces politiques puissent s'organiser. Et à plus forte raison, le Parti congolais du travail, y compris certaines associations également, pas seulement le Parti congolais du travail, disent « nous souhaitons que Denis Sassou Nguesso puisse être notre candidat ». Pour quelle raison? Ben écoutez, on pourrait faire une autre émission pour cela. Oui, parce que l'opposition pense... On peut considérer qu'aujourd'hui... Une partie du peuple pense que Denis Sassou Nguesso, après la guerre jusqu'à aujourd'hui, 14 ans au total. Si on prend avant la guerre, donc on peut arriver avant, près de 30 ans déjà, qu'il est au pouvoir. Mais l'opposition pense qu'il n'y a pas grand-chose qui amène le pays au développement. Et vous, pourquoi continuez-vous à croire en Denis Sassou Nguesso? Que va-t-il proposer au-delà de ce que nous vivons aujourd'hui? Ce qui serait bien, c'est de réussir à organiser, comment dirais-je, des échanges, des débats fraternels avec les amis de l'opposition, les frères de l'opposition. Je ne remets pas en doute votre capacité professionnelle à conduire des interviews avec une certaine virulence ou une certaine hardiesse, mais vous n'êtes pas le porte-parole de l'opposition. Maintenant, qu'est-ce qui... Je rapporte là aussi les préoccupations des téléspectateurs qui nous suivent. Ils absolument, ne sont pas tous la majorité présidentielle. C'est votre droit. Mais ce qui serait bien pour les téléspectateurs, c'est que nous ayons évidemment dans ce pays des débats qui soient des débats, on va dire, ouverts, civilisés, argument contre argument, pour sortir justement parfois de certaines instrumentalisations. Denis Sassou Nguesso, de par son expérience, sa stature, c'est le seul qui, depuis que nous sommes dans un système d'ouverture démocratique, qui a été capable de prouver sa capacité de transcendance, sa capacité à produire
comment dirais-je, un programme. Aujourd'hui, vous partez de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville. Aujourd'hui, la route est faite. Ça, je pense que c'est un des plus grands projets après l'indépendance. Vous comprenez? Bien, mes 13 années au gouvernement me permettent de dire la chose suivante. Denis Sassou Nguesso a réussi à réconcilier le pays, à reconstruire le pays détruit, à jeter les bases de l'émergence d'une économie réelle, c'est-à-dire en construisant des infrastructures. Ce qu'on appelle en économie la formation brute du capital fixe. Ces routes, ces ponts sont là, ne partiront plus. Maintenant, la seconde étape, c'est la diversification de l'économie nationale. Permettre justement aux investisseurs internationaux et locaux, parce que l'investissement privé aujourd'hui, c'est, si vous voulez, la composante la plus dynamique de l'économie mondiale, même si elle est quelque part en récession. Donc, venir s'installer sur, justement, ces infrastructures qui ont été construites pour permettre un développement économique et social au profit du peuple. Et mener de pair, si vous voulez, la formation des ressources humaines. C'est le travail qui a été engagé par le gouvernement à travers la formation, on va dire, technique, professionnelle, qualifiante, etc. Et in fine, à lancer de manière concrète et définitive le processus de diversification de l'économie nationale. Donc, pour moi, je considère que ce sont des chantiers qui, légitimement, peuvent permettre au Parti congolais du travail d'estimer que nous n'avons pas meilleur candidat que lui, PCT, bien entendu, la majorité présidentielle, de considérer que fort de cet actif, de ce bilan, qui certes a des points forts, mais bien sûr également des points faibles, parce que toute œuvre humaine n'est pas parfaite, eh bien, Denis Sassou Nguesso peut continuer. Monsieur le ministre, pensez que les jeunes qui ont cru aux zones économiques spéciales comme projet, parce que cela a quand même mis du temps et jusqu'aujourd'hui, vous avez laissé ce département sans matérialiser ce projet comme tel. Est-ce que vous pensez que ces jeunes pourront aujourd'hui soutenir votre candidat, soutenir le président Denis Sassou Nguesso, parce que jusqu'aujourd'hui, ce projet demeure une promesse qui n'est pas tenue? Ben, ce sera à nous de l'expliquer. Parce que, vous voyez, quand il y a eu les troubles le 21, j'étais à Bifuti. Ensuite, je me suis arrêté à Terenkyo de manière informelle pour discuter avec certains jeunes. Le 23, j'étais à Diata. Le 25, également, j'étais à Makelekele. Je profite justement de votre antenne pour remercier ces jeunes d'avoir bien voulu échanger avec moi. Ces questions ont été posées. Je leur ai dit la chose suivante. Nous avons réalisé une chose importante. Ce sont les études de faisabilité. Mais quand on parle d'études de faisabilité, on a l'impression que c'est une mince affaire. Non. Il y a des études économétriques, des études marketing, des études d'environnement, des études des infrastructures. Et en même temps, quelle est la formation qui pourra partir, qui pourra précéder, accompagner les emplois qu'on a identifiés, qui vont être créés chaque année. Ça, c'est une chose qu'on peut quand même reconnaître à Denis Sassou Nguesso. Depuis que notre pays est indépendant, c'est la première fois que nous avons un projet, une ambition, une vision économique qui a été étudiée de manière, comment dirais-je, exhaustive. Faite par qui? Par des cabinets, en l'occurrence ceux de Singapour, qui ont été à la base des 4 premières zones économiques spéciales qui ont fait la politique d'ouverture et de réforme de Deng Xiaoping. Donc, ce que la Chine est aujourd'hui a commencé il y a 30 ans avec Singapour. Donc, lorsqu'on fait 5 années de travail, la Chine a mis 30 ans pour s'en sortir, parce qu'il y a la stabilité. Donc, on peut avoir une impatience immédiate, mais il faut se projeter dans l'avenir. Nous avons l'impression que ce projet ne fait pas partie des priorités présidentielles. C'est vous qui avez fait la promotion des zones économiques, parce qu'après votre départ, le projet est resté lettre morte, on n'en parle plus. Vous exagérez. Des zones économiques. Non, je viens de lire dans la presse que mon collègue, Aimé Parfait Koussoumavongo, que je salue, vient de conclure, vient de rencontrer des Chinois. Cela fait partie des accords que nous avons conclus lorsque nous étions en fonction. C'est une continuité de l'État. Il y a des Chinois qui confirment qu'ils vont investir dans les zones économiques spéciales. Et puis parallèlement à cela, vous avez la zone industrielle de Maluku-Tréchaud qui va intégrer
la zone économique spéciale de Brazzaville. Donc, non, c'est pas un projet qui a souffert d'une espèce de désaffection du président. Si j'en ai fait la promotion, bah, c'est sous l'impulsion, la conduite, la supervision du président de la République. Monsieur le ministre, vous vivez la situation comme tous les Congolais lambda maintenant. Vous regardez les choses certainement de la même manière que vous avez cité beaucoup de choses, des projets qui se réalisent ou encore des choses qui sont faites pour le développement du Congo. Mais on a l'impression que la situation demeure précaire, la situation sociale des Congolais. Oui. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est vraiment un manque d'effort, comme disent certains de vos opposants, ou on fait moins, c'est-à-dire qu'on fait pour une certaine catégorie des gens? Non, je comprends ce que vous êtes en train de dire, et effectivement, il y a encore un certain nombre d'attentes au niveau social, au niveau du pouvoir d'achat, au niveau, comment dirais-je, des perspectives d'avenir de la jeunesse. Mais une chose est cardinale. Tout cela ne peut être résolu que si nous sommes quand même dans un climat de paix et de stabilité, quelles que soient nos douleurs, quelles que soient nos souffrances. Parce que si nous allons vers la turbulence, eh bien, on aura détruit le peu d'acquis que nous avons. Et vous savez bien que détruire et reconstruire, ça coûte plus cher que lorsqu'on construit. Lorsque vous reconstruisez, ça coûte beaucoup plus cher. Maintenant, l'une des raisons, ce qui à un moment donné forgé ma conviction sur l'évolution vers une nouvelle architecture institutionnelle, c'était parce que je constatais qu'il y avait quelques goulots d'étranglement, quelques blocages, quelques lenteurs, une certaine bureaucratie dans la mise en œuvre de certaines décisions qui pourraient impacter directement sur le vécu des Congolais ou en tous les cas, à tout le moins, donner une certaine indication forte de quelque chose qui est irréversible. Bien. Voilà pourquoi j'ai plaidé pour cela. Cela dit, je suis persuadé que ceux qui vont avoir la direction des affaires du pays demain, je crois, sentiront cette espèce de pression que l'on a lorsqu'on conduit les affaires d'un pays, la pression qu'impose l'obligation de résultat. Monsieur le ministre, vous parlez déjà de ceux qui prendront la gestion du pays demain. Oui, oui. Les élections sont prévues pour le 20 mars prochain. Alors, vous pensez que la configuration va changer ou bien nous, le Congo, aura les mêmes gestionnaires, aura les mêmes ministres? Vous croyez vraiment à un changement que vous avez, vous, si je ne croyais pas à cela, prôné pendant la campagne référendaire? Si je ne croyais pas à cela, je ne serais pas ici ce soir. Et à titre personnel, je veillerai modestement à ce que nous allions vers quoi? Que nous allions... Vous savez, ce n'est pas uniquement une question liée à ceux qui dirigent. Il va falloir que dans notre pays, nous créions une espèce de mystique du travail et du développement. Vous voyez? Et celle-ci conditionnera notre sortie de la pauvreté. Les pays tels que Singapour, qui en 1964 vivaient moins bien que notre pays, la Malaisie, etc., eh bien, ces pays, ce n'est pas en tournant les pouces qu'ils s'en sont sortis. Nous devons être capables d'utiliser la seule ressource qui ne dépend ni de Londres, ni de Chicago, ni de la Bourse de Paris, qui est notre temps au travail, le temps que nous consacrons à travailler pour notre administration, pour notre pays, pour notre entreprise, qu'elle soit étatique ou privée. Parce que ce n'est pas un étranger qui viendra vous empêcher de dire ne travaillez pas 12 heures par jour pour votre pays. Et c'est en cela qu'il y a une réforme importante qu'il faudra débattre quand même dans ce pays, c'est voir comment nous pouvons revenir à un système où nous allons être capables de travailler matin, après-midi. Et ce rythme aura, économiquement parlant, une espèce d'impulsion sur l'économie nationale. Voilà. Monsieur le ministre, les élections, nous en parlons. Oui. L'opposition, IDC, FROCAD a bouclé ça en conclave, vous savez très bien. Oui, ils sont en conclave, oui, nous le suivons. Avec à l'issue une mise en place d'un comité coordonné par votre ancien collègue aussi, donc le professeur Charles Zakari Boao. Félicitations à lui. Alors, l'organisation de l'opposition aujourd'hui, et par rapport avec le 20 mars, vous savez, vous êtes conscient de ce qui s'est passé, ce que l'opposition a tenté de faire pour empêcher la tenue de l'élection référendaire. Aujourd'hui, cette opposition revient
en force avec cette structuration qui aujourd'hui pense que, qui ne fait aucun doute que l'opposition s'organise mieux par rapport à hier. Est-ce que, en face, face de cette opposition, vous ne craignez pas, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut comprendre un peu les doléances de cette opposition, ne pas représenter le président Denis Sassou Nguesso et mettre en place, avant d'organiser les élections, la biométrique comme elle le réclame? Écoutez, d'abord, le président Denis Sassou Nguesso n'a pas encore dit qu'il allait se présenter. Mais ils ne peuvent pas aussi démocratiquement empêcher le Parti congolais du travail et la majorité et d'autres Congolais de voir en Denis Sassou Nguesso un homme qui peut incarner, porter leurs idées et leurs couleurs. S'organiser pour parachever ou tenter de parachever ce qui a été réalisé, mais qui n'a pas été au bout de ce que certains espéraient le 20 octobre, c'est ce que vous voulez dire? Le 20 octobre, oui. Bon. Vous savez, je veux dire la chose suivante. Vous voyez, les printemps arabes, aujourd'hui, ont détruit plus que construit. En Libye, l'État islamique est en train de vouloir prendre le croissant pétrolier. Donc, l'essentiel de la richesse libyenne. Ça, c'est la révolution. C'est le printemps arabe. 2500 hommes sont en train de quitter le proche Moyen-Orient pour venir sur le territoire du continent africain, en l'occurrence en Libye, et ensuite probablement aller jusqu'au Nigeria, avec les impacts que vous pouvez imaginer, le Cameroun, et peut-être même chez nous. Donc, ces compatriotes, s'ils ont la prétention d'être des hommes d'État, ils doivent réfléchir. Ils doivent réfléchir parce que on ne peut pas, si vous voulez, nous imposer une sorte de rythme historique en disant il y a eu 1789 en France, il y a eu la Commune de Paris, et donc c'est normal que ces événements qui sont produits au XVIIIe, XIXe siècle, qu'au XXIe siècle, que l'Afrique vive la Révolution, comme elle s'est passée en France en 1789, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ceux qui pensent comme ça sont dans une espèce de corruption historique. Est-ce que vous ne pensez donc, pas que... pardonnez-moi, les compatriotes d'opposition, si ce sont des démocrates, doivent quelque part faire leur examen de conscience et se dire, lorsque on se bat pour l'avenir, on ne peut pas demander à une jeunesse qui incarne l'avenir d'aller au suicide, au nom, paraît-il, de la révolution ou de la démocratie. La vraie révolution, c'est celle que les peuples opprimés du monde ont fait hier contre l'oppresseur, qui était le colonisateur et le capital colonisateur. Ce n'est pas les populations africaines qui essaient, avec leur élite qui n'est pas parfaite, de trouver des voies et moyens pour s'en sortir de ce développement. Eh bien, on va les dresser contre les dirigeants, alors qu'à un moment donné, ce sont les pays en question qui organisent la stagnation de nos pays. Il n'y a qu'à suivre, je suis avec délectation aujourd'hui, les archives de Jacques Foccart. RFI nous permet de comprendre ce que la France et Foccart ont fait en Centrafrique et un peu partout. Mais le dire, ce n'est pas un crime de lèse-majesté contre la France, c'est l'histoire. Nous avons de petites questions à vous poser. C'est en rapport avec vous, les ex-ministres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez que Boao va à l'opposition, au Kombi Salissa à l'opposition, Parfait Kolela qui est d'ailleurs en mariage avec la majorité présidentielle, il va aussi. Est-ce que cela ne démontre pas que le président Sassou, qui est votre leader, déçoit ses collaborateurs? Non. Ben, posez-leur la question. Hein. Posez-leur la question. Mais moi, je peux vous dire qu'on était tous au gouvernement. Nous nous connaissons, la manière dont les uns et les autres ont piloté leur dossier, quelle efficacité ils avaient ou n'avaient pas dans le pilotage de leur dossier. Non, le président Sassou Nguesso ne déçoit pas ses collaborateurs. C'est peut-être ses collaborateurs qui, hélas, ne sont pas à la hauteur de l'homme qu'il incarne. Vous comptez repartir au gouvernement s'il vous appelle, puisque dernièrement, lors des vœux de corps constitués nationaux chef de l'État, il vous a serré la main, vous avez passé près d'une minute à échanger. Oui. Est-ce qu'il vous a promis quelque chose? Non, ça, je ne peux pas vous le dire. Ça, je ne peux pas vous le dire.
certainement. Ou... Je ne peux pas vous le dire, je ne peux rien vous dire. Mais si vous rappelez au gouvernement... Mais j'ai été au vœu en tant qu'ancien ministre et protocolairement, ça se justifie. Donc il n'y a rien à dire de plus. Voilà. Merci Monsieur le ministre, nous sommes arrivés à la fin de l'entretien. Bonne suite de programme et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci infiniment.